comme dans le christianisme, ils se considèrent comme des frères. La franc-maçonnerie suscite beaucoup de fantasmes. Son culte du secret n'y est pas pour rien, son influence aussi. On en sait finalement très peu de choses quand on n'est pas dedans. Alors quand un membre la quitte et règle ses comptes, c'est un peu une fenêtre qui s'ouvre sur un intérieur qu'on aimerait visiter. Que s'y passe-t-il vraiment? Le complot n'est jamais loin, mais on va être très très loin de ces rhétoriques-là ce matin. Michel Maffezoli vient donc de quitter la franc-maçonnerie, pas n'importe quelle obédience, le Grand Orient de France, rue de Cadet. Une institution. Après 50 ans, il y a été initié en 1972 et pour lui, il écrit « Les lumières se sont éteintes ». C'est d'ailleurs le titre de cet essai qui est un pamphlet et qui s'appelle donc « Le Grand Orient, les lumières sont éteintes » aux éditions Guy Trédaniel, connues pour leur sympathie pour l'ésotérisme. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour cher ami, bonjour. Votre thèse, c'est que vous êtes resté fidèle, vous, à l'idéal maçonnique, mais le Grand Orient, lui, l'a trahi. C'est tout à fait, on peut le dire ainsi, c'est-à-dire que dans le fond... il faut s'ajuster à un changement d'époque, si je puis dire. Un maçon qu'on ne sait pas, Hegel parlait de l'esprit du temps, Zeitgeist. Et que dans le fond, on est en accord avec cet esprit et du coup on se développe, mais on est en accord justement si on reste, je dirais, enraciné. Un oxymore, moi qui m'est cher, l'enracinement dynamique. Et je considère en effet que le Grand Orient a perdu ses racines. Vous, le sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, je ne vous avais pas présenté, vous avez en quelque sorte radiographié cette institution pour décrire le malaise qu'elle traverse ? Bien sûr, j'essaie de montrer comment, d'une certaine manière, si je reprends un terme de mon ami Guy Hockenheim, on est passé du Colmao au Rotary Club. C'est-à-dire, en quelque sorte, que l'on a oublié l'énergie qui était celle, encore une fois, de cette obédience. Soyons clairs, essentiellement spirituel et symboliste. Et qu'on a oublié ça pour devenir un club politiste. En accord en quelque sorte avec des problèmes, j'en sais rien moi, que l'on appelle sociétaux, c'est-à-dire LGTB ou je ne sais plus comment ça s'appelle. LGBT. LGBT, je me trompe toujours. Le wokisme aussi. Le wokisme sous ses diverses modulations, l'euthanasie et autres expressions de cet ordre, mais qui ne sont pas dans le trésor caché de la maçonnerie. Pour moi, vous avez compris que ce trésor caché, c'était fondamentalement une recherche, un chemin initiatique d'essence spirituelle. Voilà. Et que là, il y a une forte trahison, ce que j'emprunte un terme qui n'est pas de moi, d'un historien de la maçonnerie, une voie substituée. Voilà, ça a pris une voie substituée qui n'était pas et qui n'est plus la voie originelle. Est-ce vous qui partez, Michel Maffezoli? Vous êtes parti le 10 novembre 2022. Où vous a-t-on congédié? Alors j'ai démissionné en effet le 10 novembre et curieusement, comme on n'a pas accepté cela, j'ai été exclu, pas congédié, j'ai été exclu quelques jours après. Voilà, mais ça c'est des petites bricoles, je dirais, de type juridique sur lequel je n'avais pas envie de plaider, de lutter, etc. C'était pas mon problème. J'ai par contre fait ce pamphlet qui tout simplement, oui, qui est un pamphlet, bien sûr, mais qui c'est pas un règlement de compte. Vous avez employé cette expression, pour moi, c'est pas exactement Trop sévère ça. Pardon ? Trop sévère comme expression ? Règlement de compte, oui, parce que je n'ai pas... C'est pas un problème strictement personnel. Un règlement de compte, ce serait personnel. Là, non, c'est au contraire quelque chose où je tiens à rappeler ce qu'est, encore une fois, ce que j'appelais il y a un instant, ce trésor caché. J'ai été disciple de Gilbert Durand, un grand anthropologue et mon maître, qui lui-même était maçon, c'est lui qui m'a initié, dans le fond, et qui justement a toujours insisté sur le fait qu'il fallait rester fidèle, et que la fidélité, c'était son honneur. Il me semble qu'ils ont trahi cet honneur. Quand vous écrivez, Michel Maffezoli, que quand même une phrase de ce style, la bêtise des dirigeants de la maçonnerie n'a d'égal que la stupidité, je crois c'est à peu près vos mots, des gouvernants actuels, c'est quand même quasiment des attaques ad hominem. Je nomme pas les gens. Non, mais... Disons que, oui, la vieille tradition qui me paraît être une tradition maçonnique, c'était la liberté de l'esprit, la tolérance. Et je considère que ce qui est en jeu actuellement, ce que j'appelle la technocratie, j'emploie un mot fort, je dis c'est la bureaucratie diabolique. Dans le sens étymologique du terme. Diabolos, ça veut dire ce qui coupe, ce qui sépare, alors que traditionnellement, ce qui était en jeu dans la maçonnerie, comme dans toute recherche spirituelle, c'est d'unir ce qui était part, en quelque sorte. Eh bien oui, ils sont, de ce point de vue, vous avez raison d'avoir remarqué cela. De ce point de vue, ils prennent la place de la caste au pouvoir actuellement, qui est totalement déconnectée de la réalité populaire du peuple. Eh bien, de la même manière, il me paraît, moi, que cette techno-bureaucratie, que j'appelle bureaucratie diabolique, est déconnectée par rapport, peut-être même à la masse des francs-maçons, pour une bonne partie qui reste préoccupée par ces recherches symboliques et spirituelles. Pourquoi le secret, Michel Maffezoli? Est-ce que vous êtes encore lié par lui?
Par le secret. Je crois on se trompe sur cette expression. Hein. Vous savez que j'aime bien les étymologies peut-être, et le mot qui est pour moi un mot essentiel, c'est la discrétion. En latin, la discrétion, on a traduit ça par discret. Ça veut dire le discernement. Et dans le fond, ce qui est le cœur battant de la tradition maçonnique, c'est cette discrétion, le discernement. Et on a traduit ce discret par secret. Mais il n'y a pas de vrai secret. Voilà. Sinon que c'est, encore une fois, ce qui est le propre de toutes les sociétés ésotériques, depuis les pythagoriciens, l'Égypte, les Templiers. Je considère que chaque société, chaque civilisation, voyons, a besoin de sociétés de pensée ésotériques. Après, ça devient exotérique. Hein, puisque vous êtes journaliste, je rappelle qu'Hegel disait, que j'ai cité tout à l'heure... Le journal du matin. Oui, il disait c'est la prière de l'homme moderne. Mais pourquoi il disait cela? Parce que justement, il considérait que lui, en tant que philosophe, avait une pensée ésotérique et il fallait la faire sortir. Voilà. Donc traditionnellement... Il fallait relier la philosophie à l'actualité. Voilà, exactement. Il faut rendre attentif à ce qui est d'abord une recherche secrète, discrète, discernement, et puis après, il faut que ça sorte, si je puis dire. Mais là, dès le moment où il n'y a plus cette recherche de spiritualité, ben, il n'y a plus quelque chose qui est en accord avec l'esprit du temps. Vous voyez, sur un point précis, tiens. Et j'insiste assez souvent là-dessus. Je rappelle que dans cette obédience, 65% des jeunes qui rentrent ne terminent pas l'année, partent. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement Ils restent apprentis. Non, ils partent. Ils partent, hein, c'est tout. Ils ne restent pas apprentis. Je ne sais pas si on dit démissionner ou quitter, enfin peu importe le terme qui convient d'employer, mais ils ne continuent pas ce chemin initiatique. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés là par une préoccupation, je répète un peu d'une manière lancinante, spirituelle, et ils ont trouvé qu'on ne leur proposait que des tenues, que des planches, que des conférences de type dite sociétale. C'est-à-dire, encore une fois, revenir sur des lieux communs, des leitmotifs du wokisme contemporain, par exemple. Mais ce que je ne comprends pas, Michel Maffezoli, c'est que vous avez passé 50 ans de votre vie dans la franc-maçonnerie, et on se pose la question de savoir si c'est vous qui avez évolué ou si c'est vraiment la maçonnerie qui a évolué. N'est-ce pas vous qui avez changé? Parce que ces questions sociétales travaillées par les sociétés de pensée, ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis l'existence de la maçonnerie, les opposants en particulier à ce type de société ont pointé une influence destinée en particulier à lutter contre celle du clergé catholique. Ce n'est un secret pour personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La dimension sociétale de la maçonnerie, elle a toujours existé. Je vais vous répondre tout de même. Vous semblez la découvrir 50 ans après? Non, parce que moi j'étais chagriné, je crois que je m'en explique dans ce livre, puisque je suis un des premiers dans les années 70 à avoir employé le mot sociétal. Hein? Mais sociétal dans le sens un peu comme Heidegger, montrant l'importance de l'histoire, parle de l'historial. Comme un philosophe marxiste comme Lukács, montrant l'importance de l'objet, dit objectal. Comme Gilbert Durand, montrant l'importance de l'imaginaire, dit imaginal, c'est-à-dire ce qui est le substrat, le fond. Et moi, quand j'ai employé en 1978 ou 17, dans ma thèse d'État, ce thème de sociétal, c'était de montrer que ce qui était en jeu, c'était pas simplement un social rationnel, hein, mais qu'il y avait quelque chose de plus profond, hein, une nappe phréatique, si je puis dire, quelque chose qui faisait qu'il y avait une centralité souterraine, un peu à la manière de Peggy, le mythe, après qui devient politique. Hein, bon. Eh bien, d'une certaine manière, c'est en ce sens que j'ai employé le mot sociétal. Actuellement, et cela me chagrine, quand on n'a rien à dire, on dit sociétal. Hein, c'est-à-dire qu'on va, d'une certaine manière, rentrer d'une manière comme ça, dans les lieux communs. Etc. Voilà, en quel sens je dis, moi je suis resté fidèle à ce sociétal originel, j'ai bien dit, hein, ce fondement, hein, à partir de quoi, dans le fond, il y a une manière de croître, des racines, hein, ce que j'appelle moi l'enracinement dynamique, et il me paraît que cette obédience a perdu, peu à peu, progressivement, et est devenue un parti politique. Quels sont les sujets que vous avez débattus et dont vous estimez qu'ils sont dignes d'intérêt? Les seuls sujets... il faut tout de même savoir qu'au sein même de cette obédience, il y a une... Et c'est pour ça que je suis resté, puisque vous me posiez la question, je ne vous ai pas répondu. Hein. Il y avait tout de même, je dirais, quelque chose qui était très fortement enraciné dans le spirituel. Et pour moi, c'était mon propos. Voilà. Et puis c'est quand j'ai vu... Mais comment ça se manifestait, Michel Maffezoli? Quand vous dites le spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Par ce qu'on appelle des plans, c'est-à-dire des conférences. Hein. Et il est des loges, appelons-le ainsi, enfin un groupe, il est des loges qui, au contraire, excluent le sociétal
ce qu'il est convenu d'appeler sociétal, dans leur débat, et reste sur des dimensions symboliques, un chemin initiatique, le spirituel sous ses diverses modulations. C'était mon cas. Et puis c'est quand j'ai vu que cela n'était plus à l'ordre du jour, quand j'ai vu que d'une certaine manière, j'ai commencé, d'ailleurs, ça a duré plusieurs années avant ce 10 novembre 2022. Il y a eu des débats. Oui, j'imagine. Des débats sur plusieurs années. Et puis c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait plus... J'ai fait un mémoire, avant de faire ça, que j'ai transmis au Conseil de l'Ordre, et quand j'ai vu que cela n'était pas recevable, eh bien à ce moment-là, j'ai pris la décision de démissionner. C'est tout. C'est un peu, je n'ai pas envie d'aller plus avant là-dedans. C'est un problème tout à fait personnel. Vous avez compris que pour moi, c'est le problème plus essentiel qui est en jeu actuellement. Quand vous parlez, Michel Maffezoli, d'initiation, chemin initiatique, pour aller où ? C'est le chemin de la vie, tout simplement. Alors là, j'ai pas envie d'aller. Je peux pas vous dire où j'ai envie d'aller personnellement, mais en tout cas, ce qu'est notre chemin, c'est-à-dire toutes les embûches, tous les encombres qui nous empêchent d'avancer, etc. Et que pourtant, on essaie de continuer. Pour aller où, j'en sais rien. En tout cas, le chemin est un chemin. Mais Dieu est une impossibilité pour vous ? Je n'ai pas dit cela. Moi, j'insiste très souvent, et d'ailleurs sur tous mes derniers livres, j'étais venu ici parler, je crois, de la nostalgie du sacré avec vous. Du sacré, mais pas de Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, j'ai toujours je suis un mystique, si vous voulez. Donc, beaucoup de mystiques ont été condamnés par l'Église catholique. En fait, sinon condamnés, du moins Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Ils sont saints quand même. Ils sont saints, oui, mais Maître Eckhart ne l'est pas, par exemple. Enfin bon, peu importe. Non, j'ai pas envie. L'institution, peut-être que l'Église catholique, en tout cas dans sa dimension conciliaire, est proche de la maçonnerie en ce qu'elle a oublié. Excusez-moi de vous le dire. En ce qu'elle a oublié ça veut dire, son essence. Ça veut dire tout simplement que, d'une certaine manière. Vraiment, vous voulez que je vous dise ça ? Non, j'essaie simplement de comprendre. Je vais vous le dire. Comment le pape actuel se préoccupe non pas de problèmes strictement spirituels, mais va s'occuper d'écologie, va s'occuper des migrants, va s'occuper de problèmes qui sont légitimes. Des malheurs du monde. Légitimes. Mais il y a pour cela des instances qui sont faites pour cela. Et à mon sens, c'est pas le propre justement de ces instances spirituelles. En fait, vous attendez de l'Église qu'elle parle de Dieu alors ? Qu'elle parle de Dieu, qu'elle parle encore une fois de ce qui est le trésor, qui est le sien, l'Évangile, Jésus-Christ. C'est paradoxal quand même. On a un ancien du Grand Orient qui demande à l'Église de parler de son propre trésor. Je vous signale que dans mon livre, je fais une comparaison. Je n'ai pas eu envie d'aller plus avant. Je fais une petite comparaison sur un point très précis. Par exemple, quand il y a eu cette psychopandémie, de la manière dont l'Église, comme le Grand Orient, s'est pliée aux injonctions étatiques. Je ne peux pas vous dire telle église près de chez moi où je voyais, si vous voulez, quelque chose qui faisait qu'à la place de l'eau bénite, on mettait du gel, je ne sais plus comment ça s'appelle, hydroalcoolique. Bon, voilà quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas un accord. C'est anecdotique ce que je dis, mais n'est pas un accord finalement à ce qui est fondamentalement, par exemple, l'eau bénite. Voilà. Mais le Covid, donc, a joué quand même, mine de rien, comme élément déclencheur ou révélateur. Oui, pour moi, ça a été, et j'y consacre quelques pages, en effet, ça a été un élément qui m'a poussé à dire, voilà, on est rentré dans un parti politique qui ne fait que répercuter les injonctions, en quelque sorte. On peut en discuter, ces injonctions. Moi, ce n'est pas l'objet de notre discussion. Et c'est pas mon domaine, en plus. Voilà. Mais disons qu'on va appeler complotiste celui qui pose des questions. Voilà. Alors que l'essence mystique, revenons à cela, eh bien justement c'est de savoir poser des questions. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin de vie. Alors chemin initiatique, chemin spirituel sous ses diverses modulations, et peut-être c'est ceux qui constituent. Alors c'est vrai que je dis sacré, mais on pourrait dire un terme que j'emploie assez souvent dans une perspective mystique, la déité. Voilà. Donc c'est cela qui me paraît important, en tout cas pour moi. Est-ce qu'on peut vous demander le grade que vous aviez ? Non. Vous ne le dites pas. J'étais au plus haut niveau. Voilà. Michel Maffezoli, quand on parle de la franc-maçonnerie, on pense au relativisme, à la tolérance. Est-ce que le relativisme est un absolu ? Est-ce que c'est ça ? Et est-ce que ça, c'est pas une impasse au bout du compte ? Écoutez-moi, cher ami, peut-être vous l'ai-je dit, j'ai eu l'occasion de discuter par 2 fois avec ce grand pape qui était Benoît XVI.
Et sur un point très précis, il avait lu un de mes livres épistémologiques, La connaissance ordinaire, pour ne pas le nommer, où je fais l'apologie du relativisme. Voilà. Et bien sûr, à juste titre, Benoît XVI a voulu discuter avec moi là-dessus, une fois à Paris, une fois à Rome, et je lui ai expliqué, bon connaisseur qu'il était de la philosophie allemande, qu'un penseur qui m'avait marqué, Georg Simmel, montrait que à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire, le relativisme n'est pas la négation de l'esprit, mais la relativisation d'une vérité unique et la mise en relation de ces vérités plurielles. C'était ça l'ordre catholique, je lui ai expliqué. Voilà. Et donc, de ce point de vue, oui, moi je considère que le relativisme, vous avez entendu ce que je viens de dire, c'est-à-dire finalement... Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu, Michel Maffezoli ? Ne pas fonctionner à partir simplement d'un dogmatisme, mais au contraire, savoir unifier des choses diverses. Vous voyez, deux concepts très importants que l'on retrouve dans le fond dans la théologie catholique, si on y est attentif, ce n'est pas l'unité, c'est l'unicité. Le mystère de la Trinité, c'est l'unicité, c'est-à-dire comment trois devient un, tout en gardant chacun leur spécificité. Voilà l'unicité, c'est ça le relativisme. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas réduire à l'un, mais au contraire, avoir cette espèce d'unicité. C'est un peu compliqué, mais c'est pour moi important. Mais ça n'a rien à voir avec la définition que l'on donne couramment du relativisme, qui est une forme d'atténuation générale de tout. De négation de l'esprit. C'est-à-dire le relativisme. C'est même l'inverse, pour être Voilà, dire. C'est exactement l'inverse, alors que vous avez compris. Et je me souviens bien de la discussion avec Benoît XVI, où il avait saisi, il ne pouvait pas accepter le mot relativisme, bien sûr, mais enfin, avait saisi en quelque sorte, c'est ça. Vous voyez, l'exemple que j'avais donné, je me souvenais comment, quand j'étais à Lyon, il y avait à Lyon, c'est plus le cas maintenant avec cette messe conciliaire, mais il y avait à Lyon une liturgie lyonnaise, c'est-à-dire des petites spécificités dans la liturgie, qui était le propre de Lyon, idem à Milan et à d'autres endroits. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'était pas l'unification de la manière de prier, mais des spécificités en fonction des lieux, des traditions. Voilà ce qu'est le vrai relativisme. Votre sociologie, Michel Maffezoli, est à l'opposé du monolithisme. C'est tout à fait quelque chose qui renvoie à bien des égards à ce qu'est la vieille tradition catholique. À Dieu, un culte de latrie, à la Vierge, un culte d'hyperdulie, au Saint, un culte du lit. Voilà, c'est ça qui me paraît important d'avoir à l'esprit, c'est ça l'unicité, qui fait que d'une certaine manière, on ne réduit pas à l'un, mais on reste sur cette unicité, c'est-à-dire cette espèce de conjonction. Le cardinal de Cuse, qui m'a beaucoup inspiré, coincidentia oppositorum, la coïncidence des choses opposées. Et c'est cette idée qui est toujours pour moi le fil directeur de mon travail. Que conseilleriez-vous aujourd'hui au Grand Orient s'il devait se réformer ? Ce livre que je viens de faire, qui est paru il n'y a pas longtemps, suscite énormément de discussions au sein du Grand Orient. Moi, c'est plus mon problème. J'ai fait ce livre, j'ai donné ce que j'avais à dire en la matière, qui reviennent à ce qu'est, encore une fois, ce que j'appelle ce trésor caché de la maçonnerie, c'est-à-dire ne plus se préoccuper simplement de problèmes politiques ou de problèmes syndicaux. Le grand maître actuel qui vient d'être élu est un syndicaliste notoire. J'ai lu son discours il y a... De l'UNSA, je crois. Pardon ? De l'UNSA, je sais plus, je sais pas ce que c'est, moi. Mais disons que j'ai lu son discours, c'est un discours d'un syndicaliste, un point c'est tout, si vous voulez. Et qui se pare de mots, il mime un certain nombre de choses, mais comme des décors, c'est-à-dire des tenues que l'on met pour théâtraliser. C'est la théatrocratie, si je reprends cette expression. Le fond est un politique. Alors c'est amusant, vous voyez, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les partis politiques perdent, on le sait, de plus en plus important. Les syndicats ne représentent plus grand-chose. Et d'une certaine manière, c'est ce genre d'associations qui prennent le relais quand quelque chose est fini. C'est là où je dis c'est un mime, c'est un simulacre, si je dis à la manière du brave Baudrillard. N'est-ce pas, après tout, toute association, tout club, toute société est aussi le reflet de son temps et des hommes qui peuplent l'époque que nous vivons. On constate un aplatissement du monde politique qui est constaté par tout le monde. Tous les journalistes le disent, en tout cas, ou le voient, le constatent. C'est pareil un petit peu partout. C'est vrai, mais ça veut dire que ces élites, ça aussi c'est un de mes dadas théoriques, ces élites sont déphasées par rapport à la réalité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils restent sur les valeurs modernes et ils oublient que quelque chose d'autre, que j'appelle moi post-modernisé, est en gestation. Ces élites-là, alors la bureaucratie maçonnique en est une, mais les partis politiques en sont d'autres, et les journalistes non moins, et les fameux experts actuellement qui sont sur les plateaux restent sur l'individualisme, le ratio, la laïcité, qui est devenu un laïcisme.
Alors que dans le fond, et voilà ma réponse en vous écoutant, c'est frappant de voir comment ces jeunes générations sont mues par un désir du spirituel. Et là, il n'y a pas adéquation. J'en sais rien, moi, il faut revenir à ce qu'était le pèlerinage de Chartres il y a quelques mois à Pentecôte, ce qu'étaient les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne il y a quelques semaines, tout à l'avenant. Vous voyez, l'abaya à l'école, Michel Maffezoli. Oui, mais là, c'est un autre domaine, je dirais trop de bêtises là-dessus. Mais est-ce que vous dites, comme on peut dire en maçonnerie, à mon avis, la laïcité dit non et reste fidèle au sanctuaire républicain qu'est l'école, ou vous dites c'est du diversitaire et c'est l'expression d'identité sous-jacente? Non, mais là, c'est un autre problème sur lequel il est difficile que je rentre, c'est-à-dire que je considère qu'il y a un vrai danger actuellement. Du moment qu'on a évacué le sacré, le rouleau compresseur du rationalisme, il devient pervers. Et pour moi, les dimensions islamiques, c'est de la perversion. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas envie ici d'aller trop avant là-dessus. Mais vous êtes foncièrement favorable à l'idée d'une France mosaïque, par exemple? Oui, j'aime cette image. Je vous ai dit tout à l'heure la formule de Nicolas de Cuse, coincidentia oppositorum, c'est-à-dire revenons à ce grand mystère, ce beau mystère catholique qui est le mystère de la Sainte Trinité. C'est ça la mosaïque, d'une certaine manière. Il y a de la cohésion à partir de chaque élément garde sa spécificité. Eh bien oui, réfléchissons à ce mystère de la Trinité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Michel Maffezoli, quand vous dites le Grand Orient, les lumières sont éteintes? On sait que l'esprit des Lumières aussi, le rationalisme des Lumières, vous le combattez. Oui. N'est-ce pas un paradoxe d'avoir été dans une institution qui fait l'éloge des Lumières et qui se rattache aux Lumières, alors que votre sociologie a tendance à plutôt prendre un chemin inverse? Non, excusez-moi, ma sociologie, c'est ce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Qu'est-ce que c'était cette raison sensible? C'est le contraire du rationalisme. C'est Aristote et c'est saint Thomas d'Aquin. Nihil est in intellectu qui non fiut prius in sensu. Il n'y a rien, saint Thomas d'Aquin, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. C'est ce que j'appelle la raison sensible. Et le rationalisme, c'est une négation du sensible. Une négation, encore une fois, de cet élément, encore une fois, le corps et l'esprit. Là, c'est plus le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire quand Dieu se fait homme. Voilà typiquement quelque chose qui est la raison sensible, alors que le rationalisme, et ça c'était les Lumières en effet, a évacué tout le sensible, a évacué tout ce qui était dans le fond, oui, le corps, une manière d'être, c'est-à-dire l'homme dans son entièreté. Et là-dessus, c'est le mystère de l'incarnation. Ma dernière question, un peu insolite, Michel Maffezoli, vous auriez dû entrer dans les ordres, non? Vous seriez vu cardinal? Oui, j'aurais aimé être cardinal. Non, je suis théologien. Non, pas du tout. Pour tout vous avouer, j'aurais aimé être moine. Mais là encore, j'y pensais en venant aujourd'hui et en lisant Saint Bernard. Vous voyez, c'est-à-dire comment quelque chose qui commence tente à s'affaiblir. Par exemple, les cisterciens de la commune observance. À ce moment-là, il y a les trappistes qui naissent. Vous voyez, c'est-à-dire de la stricte observance. Dans les congrégations que je connaissais bien, les bénédictins de Subiaco, Incalcat, pour ne pas le nommer, où j'allais très souvent quand j'étais jeune, eh bien, c'était au contraire quelque chose qui restait sur le trésor, encore une fois. Donc le trésor spirituel. Oui, je pense peut-être aurais-je dû être cela. Merci beaucoup Michel Maffezoli. Autour de ce dernier essai, donc Le Grand Orient, les Lumières sont éteintes aux éditions Guitry Daniel. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. Merci, à bientôt.